Bonjour, je suis le docteur Claude Beata et spécialiste en médecine du comportement et je viens vous parler du chat et des innovations que nous pouvons faire, toute l'équipe vétérinaire, vétérinaire et assistante vétérinaire, pour son bien-être. Nous allons suivre le plan suivant, tout d'abord une introduction et puis ensuite quatre étapes. D'abord, connaître et aménager l'environnement du chat, ensuite prévoir et entraîner, enfin savoir et traiter. Et puis, je vous proposerai le modèle SACRE pour l'évaluation du bien-être. Et enfin, nous conclurons. En introduction, eh bien, le chat aujourd'hui, c'est déjà un animal très représenté en France. 13 millions et demi de chats contre 7 millions de chiens. C'est un chiffre qui est très important, qui s'est complètement inversé en quelques années. Et cette présence du chat, elle est en résonance avec les valeurs actuelles. En France, elle est en résonance avec, et ça c'est peut-être un petit peu particulier, mais le fait qu'en France, il y a la possibilité d'avoir des congés de fin de semaine de 2 jours et demi, c'est plus pratique d'avoir un chat qu'un chien, avec les RTT, mais aussi, c'est aussi en résonance avec les valeurs actuelles comme le cocooning, puis le respect de l'intégrité aussi. On a appris qu'un chat, on ne le touche pas s'il n'a pas envie, s'il n'a pas du tout envie d'être touché. Donc il y a une évolution là-dessus, et on peut dire que les chats sont vraiment emblématiques, parce qu'on est passé d'une société que l'on aurait pu appeler canine, entre guillemets, c'est-à-dire hiérarchisée, très dominée par les mâles, à une société féline, sans hiérarchie apparente, et avec beaucoup plus matriarcale, avec beaucoup plus de groupes horizontaux de femelles qui collaborent, et donc, ou de femmes qui collaborent quand ce sont des femmes. Donc le chat représente beaucoup notre société actuelle et c'est pas étonnant, son succès n'est pas étonnant. Et le chat est vraiment pour ça un symbole de son temps, dans la limite aussi où il est extrêmement emblématique du bien-être. Et ce bien-être, on va insister parce que c'est pour ça que nous voulons innover pour le bien-être. Ce bien-être, c'est vraiment une notion majeure des prochaines décennies. Le vétérinaire va être de moins en moins un pompier qui va répondre à des urgences médicales pour devenir de plus en plus quelqu'un qui doit pouvoir répondre à la demande croissante des propriétaires qui veulent absolument que l'on sache évaluer, que l'on soit d'accord pour préserver et que l'on soit capable de le faire, le bien-être de l'animal. Et donc, en fin de présentation, je vous présenterai un modèle pour pouvoir répondre à cette demande. Donc tout d'abord, eh bien, le chat, il faut connaître et aménager. Je crois qu'il faut arrêter de dire, et vraiment ça c'est quelque chose, c'est un message que je voudrais vous faire passer, il faut arrêter de dire le chat c'est animal mystérieux, le chat c'est inconnu, c'est de moins en moins vrai. Le corpus de connaissances, quand on tape sur n'importe quelle base de données médicales en médecine, comportement inclus, on est à plus de 500 000 articles sur le chat, donc les connaissances sur le chat le sont énormes maintenant. Même en comportement, il y en a vraiment beaucoup aussi, on est à plus de 30 000 ou 40 000 articles. Donc, il y a eu par exemple en France un travail collégial très important qui a abouti à un livre de référence pour connaître le comportement normal et les variations pathologiques. Donc ce livre, c'est Pathologie comportementale du chat, écrit par 9 auteurs, et les 200 premières pages de ce livre ne parlent que de comportement normal, les 400 suivantes parlent de pathologie, et donc, si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez connaître le chat à fond en regardant ce qu'il y a là-dedans. Donc, une fois qu'on a cette connaissance, bien évidemment, cette connaissance, elle alimente notre compétence. Par exemple, il est très important pour un vétérinaire et pour une équipe vétérinaire de savoir que le chat est très vulnérable à la sensibilisation. À cause de son double statut de proie et de prédateur, le chat, beaucoup plus que le chien, va garder la trace d'expériences défavorables. On a l'habitude de dire que les chats ont dans leur poche intérieure un petit carnet rouge et que quand quelque chose leur fait peur, ils inscrivent dans ce carnet ce qui s'est passé. Et le vétérinaire, malheureusement, il est très souvent en première page du carnet rouge et son nom est même parfois souligné plusieurs fois. Et donc, il faut essayer absolument d'éviter ça. Donc, une fois qu'on sait que le statut de proie du chat le rend très vulnérable à la sensibilisation, ça permet de comprendre et d'expliquer beaucoup de choses. Et aussi le fait de connaître évidemment tous
son éthogramme, tout son répertoire comportemental. Le chat est une espèce non obligatoirement sociale, non sociale. L'espèce elle-même n'est pas sociale. Ça veut dire que pour le chat, les relations sont forcément fragiles, elles ne sont pas obligatoires. Donc si on associe ces deux premières notions, si les relations sont désagréables, eh bien on peut s'en passer. Alors que pour un chien, par exemple, c'est pas possible, c'est une espèce sociale, il ne peut pas vivre sans relation. Donc attention à ça. Pour le chat, si la relation est très agréable, eh bien, elle va se développer, mais si elle est douloureuse ou si elle est effrayante, eh bien il peut décider de s'en passer. Mais en revanche, d'un autre côté, les chats naissent comme les chiens, comme les humains, comme tant d'autres animaux, naissent dans l'attachement. Et on sait que dans toutes les espèces, à partir du moment où il y a un attachement au départ, eh bien, ces circuits de l'attachement vont être réutilisés à l'âge adulte pour nouer d'autres relations. Alors, ça dépend beaucoup des espèces. Par exemple, on sait que l'attachement chez l'être humain est sans doute la base de la monogamie, par exemple, mais chez le chat est une des deux espèces animales qui sont des modèles extraordinaires de l'amitié. Ces circuits de l'attachement, ils sont très souvent réutilisés pour nouer des relations très privilégiées avec d'autres chats, par exemple en refuge, ou alors avec des humains. Et là, il y a vraiment des passions possibles que nos clients, que les propriétaires nous racontent au quotidien. Donc, à partir de là, à partir du moment où le vétérinaire et son équipe connaissent ces caractéristiques du chat, ils vont s'adapter et ils vont essayer de présenter le moins de risques possible pour sensibiliser le chat. L'adage dit on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Avec le chat, c'est à chaque fois on joue une première bonne impression, il faut la renouveler, il faut faire très attention à ça. Par exemple, on sait qu'attendre la présence en salle d'attente peut être extrêmement défavorable. Le chat peut devenir très inquiet, et s'il a un état anxieux latent, ça peut aggraver son état. Il peut devenir à ce moment-là, par exemple, agressif ou au contraire prostré. Et il faut donc essayer d'avoir le moins d'attente possible. Parfois, on se pose la question, est-ce qu'il vaudrait mieux avoir des salles d'attente séparées, chat ou chien? En fait, on pourrait presque se dire que la bonne salle d'attente, c'est celle où il n'y aurait que le chat. Et donc, on pourrait très bien, si on en a la possibilité, le faire attendre directement en salle de consultation plutôt que de laisser au milieu d'autres animaux. De la même façon, quand on hospitalise un chat, il faut essayer de lui donner quelque chose qui ressemble le plus possible à ce qui va se passer, à ce qui se passe quand il établit son territoire normalement. Et souvent, les cages ne sont pas très grandes. Et donc, on sait que le chat ne veut pas avoir sa litière en même temps que son alimentation. Et la taille des cages ne permet pas souvent d'éloigner énormément le bac à litière et l'alimentation. Eh bien, on peut très bien, au moment où on donne à manger au chat, retirer la litière pour lui permettre de ne pas être en contradiction avec ses besoins fondamentaux. Les contacts aussi doivent pouvoir s'adapter. Le chat que l'on va voir, eh bien, il faut prendre du temps pour le toucher. C'est évident qu'à partir du moment où on va pouvoir s'approcher, on voit des signes d'inquiétude. On sait que si on va trop vite à ce moment-là, on risque de déclencher une agression. Mais si on lui laisse le temps de donner quelque part l'autorisation d'être touché, et on voit bien que là, le contact est accepté, mais il ne lui fait pas plaisir. On va le voir passer sa langue sur le nez. Chez le chat, c'est un signe de malaise, et donc on va interrompre le contact pour lui laisser le temps de pouvoir reprendre ses esprits, si on peut dire. Une enquête aux États-Unis avait fait ressortir un mot très fort, puisque les propriétaires de chats avaient dit que leur chat détestait le vétérinaire. Donc c'est toujours difficile pour un vétérinaire de se dire que ce pourquoi il a fait ce métier, c'est-à-dire pour soigner les animaux et parce qu'il les aime souvent, eh bien l'animal en face nous déteste. Et je voudrais vous dire qu'en fait on a la possibilité d'apprendre au chat à nous aimer. Et il faut faire attention à lui, on vient de le voir, il faut essayer de le récompenser, mais attention, on ne peut pas transposer ce qu'on fait chez le chien au chat, parce que ça ne fonctionne pas pareil, ce n'est pas la même espèce. Et par exemple, les récompenses alimentaires qui marchent classiquement bien chez le chien ne vont pas marcher du tout chez le chat. Il faut aussi, par exemple, apprendre à respecter son champ d'agression. Savoir qu'un chat est capable, en un instant, à un centième de seconde, alors que quelques
instants avant, il était parfaitement aimable, de devenir tout à fait agressif, voire dangereux. Et donc, pour la sécurité de tous, de toute l'équipe, il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Par exemple, ce chat, en visite à domicile, ce chat est tout à fait sociable. Il vient au contact, vous voyez, il a une attitude détendue. Bon, il vient un peu de se passer la langue sur le nez, mais il venait au contact et il allait tout à fait bien. Le motif de consultation, c'était qu'il détestait l'autre chat de la maison. Et quand on le met en présence de l'autre chat, il change totalement de comportement, et même vis-à-vis de nous, avec qui il était tout à fait, absolument pas agressif quelques secondes avant, la vision de l'autre chat le met dans un état émotionnel tel que là, tout le monde est en danger, qu'on ne peut plus, son champ d'agression s'est dilaté, si on s'approche, on risque de se faire attaquer. Chez le chat, il n'y a pas de hiérarchie. À partir du moment où il y a émotion forte, émotion négative forte, il peut y avoir agression. Toute cette connaissance, elle est primordiale. Ensuite, quand on a ces bases de connaissances, alors on va pouvoir prévoir les réactions du chat et l'entraîner. Donc, on va sans doute devoir changer certains points. Par exemple, le temps dévolu à une consultation. Tant qu'on n'aura pas entraîné les chats à trouver nos locaux parfaitement accueillants, il faut leur laisser sans doute plus de temps. Souvent, on trouble du comportement. Les propriétaires sont surpris parce que les chats, finalement, se laissent beaucoup mieux toucher. Et c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Comme notre consultation dure souvent 1 heure, bien le chat a le temps de se détendre, de s'acclimater à l'endroit, de commencer à déposer des marques. Et là, évidemment, ça sera pour lui beaucoup plus facile d'accepter ensuite le contact. Il faut donc essayer de diminuer toutes les causes d'émotion. Et on l'a dit, c'est un risque à chaque consultation pour le chat. Donc, prendre le temps, essayer de le regarder. Vous voyez, par exemple, il y a des signes qui sont très favorables. Cette chatte sort, elle renifle, et là, elle fait du phlémène. Donc, elle est en train de récupérer les phéromones dans l'environnement. Est-ce qu'il y a des phéromones d'alarme? Est-ce que ce sont que des phéromones apaisantes? L'utilisation, par exemple, de diffuseurs de phéromones peut être très favorable dans ce cas-là pour faire en sorte que pour l'animal, les lieux de la clinique soient beaucoup plus apaisants. On peut aussi changer beaucoup de choses. Je crois qu'il faut qu'on arrête aussi de penser que le chat, forcément, un chat, ça a forcément peur, c'est forcément très agressif, c'est forcément mal à l'aise. Si on fait de l'éducation positive, pourquoi on n'a pas pu appliquer au chat les méthodes d'éducation qui ont été utilisées pendant très longtemps? Parce qu'elles étaient coercitives, c'est-à-dire qu'elles étaient basées sur la contrainte physique, voire sur la douleur et souvent sur la peur. Or ça, avec un chat, sur son côté proie, ça va déclencher une aggravation de son comportement, il ne va certainement rien apprendre. Mais avec l'éducation positive, on peut faire de l'entraînement médical, du medical training, comme à dire nos confrères outre-Atlantique, et on peut apprendre beaucoup de choses au chat. Et cet entraînement, il faut le mettre en place, il faut le valoriser, en expliquant par exemple aux propriétaires que pouvoir apprendre un chat à se faire couper les griffes à la clinique, eh bien si on ne le fait jamais, ça sera toujours quelque chose de compliqué. Si les premières fois où on veut le faire, on prend 15 jours, où on va faire venir la personne tous les jours et faire étape par étape un apprentissage pour le chat que le coupe-ongle n'est pas dangereux, qu'on peut lui poser à côté, qu'on peut lui mettre sur la patte avant de faire l'acte lui-même, eh bien la clinique peut devenir un lieu neutre, voire un lieu plaisant, mais évidemment, cela, il faut prendre du temps et il faut le valoriser, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit un service proposé au propriétaire, en lui expliquant que soit on va faire ça, ça va coûter quelques euros, mais ensuite le chat, toute sa vie, acceptera plus volontiers le passage à la clinique, soit on ne va pas le faire, on n'aura jamais un chat aussi détendu, par exemple, que celui que l'on peut voir là. Et qui est prêt à jouer dans la consultation, et on sait que c'est quelque chose qu'on voit rarement dans nos consultations. Enfin, il faut connaître, il faut savoir, pour pouvoir notamment traiter le chat. On l'a dit, il faut connaître le chat dans sa physiologie normale et dans son répertoire comportemental normal. C'est pour ça que le fameux livre dont je vous parlais comporte une grande partie de normal. C'est ce qui va vous permettre de repérer les variations pathologiques. Et pour ça, le vétérinaire, et ça aussi c'est un point important, en chien on peut être très confronté à d'autres acteurs comme des éducateurs, des comportementalistes non vétérinaires. En chat, pour le moment, nous sommes assez protégés
parce que le vétérinaire est un acteur essentiel, parce qu'il y a tellement de liens entre les signes comportementaux et organiques que réellement, ça serait très étonnant. Le seul bon interlocuteur pour le bien-être du chat, c'est le vétérinaire. Vous voyez par exemple ce chat que nous voyons là. Eh bien, nous savons que les crises d'asthme que peuvent présenter certains chats peuvent être aussi des symptômes d'anxiété paroxystique. Alors, il n'est pas question de vous dire que tout est comportement, il est question de dire que quand on a un animal qui présente comme ça, soit des problèmes de léchage compulsif, soit des problèmes d'asthme, eh bien, à côté du traitement classique que vous avez l'habitude d'entreprendre, il est tout à fait utile de se poser la question de l'équilibre émotionnel de l'animal, parce que c'est comme ça que vous améliorerez évidemment son bien-être. Ou chez ce chat, celui qu'on a vu tout à l'heure qui était prêt à jouer, c'est un chat qui est facilement actif, voire hyperactif, eh bien on va le voir. Vous allez voir un mouvement que vous voyez souvent dans vos cliniques. Vous voyez la queue qui vibre comme ça aussi. Ce chat, il est quasiment en train de marquer. Et on sait qu'en fait, c'est le signe d'une émotion importante. Alors certains pourraient vouloir cataloguer cela en hyperesthésie féline. En tout cas, pour faire la part des choses, il faut être vétérinaire et il faut pouvoir aller plus loin dans le diagnostic. Donc le vétérinaire a les moyens d'intervenir à tous les niveaux. Il peut traiter, il peut prévenir et il peut s'occuper du bien-être. Il a à sa disposition une pharmacopée abondante, même si elle n'est pas toujours adaptée au chat. En trouble du comportement, par exemple, on a des phéromones et des nutraceutiques que, à la fois, les vétérinaires et les assistantes peuvent utiliser et proposer aux clients pour restaurer l'environnement, pour renforcer le bien-être. Et puis, en cas d'état pathologique avéré, on peut recourir aux psychotropes. Et pour ça, évidemment, il faut les connaître et les maîtriser. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas renoncer, parce que l'utilisation des psychotropes en cas d'état anxieux, par exemple, peuvent réellement sauver la vie de beaucoup de chats. Si nous en revenons au bien-être, parce que l'innovation que nous voulons vous proposer, elle est autour du bien-être, eh bien, ce que nous voulons vous proposer, c'est d'avoir un outil simple, qui est une échelle visuelle analogue qui répond à l'acronyme de SACRE. Alors SACRE, en fait, ces 5 lettres correspondent aux 5 domaines classiques du bien-être, donc 5 libertés fondamentales qui sont incluses dans le bien-être, donc la santé, l'alimentation, les comportements, les relations et l'environnement de l'animal. Donc nous proposons d'avoir quelque chose de ce type, une échelle analogique où si le chat va bien sur chacun de ces axes, en fait on va mettre le point au milieu. Et plus il va mal, plus il y a de problèmes, de points à résoudre, plus on va s'éloigner du centre. Donc un animal qui serait parfait serait au centre de la cible et il n'y aurait aucune surface définie par cette échelle analogique. Alors SACRE, vous voyez ces 5 mots, évidemment la santé, c'est notre travail au quotidien, on parle aujourd'hui d'acronyme One Health ou One Welfare. Le bien-être n'est pas l'absence de maladie, mais bien évidemment, s'il y a maladie, il ne peut pas y avoir bien-être. La maladie impacte le bien-être. Donc la relation n'est pas dans les deux sens. Le bien-être, c'est plus que l'absence de maladie, mais dès qu'il y a maladie, le bien-être est impacté. Le deuxième, c'est l'alimentation. Et alors ça, on sait à quel point, pour les propriétaires, l'alimentation, donner beaucoup, c'est la preuve de leur amour. En plus, ils sont parfois stimulés par des publicités. Et pour les vétérinaires, c'est souvent une casse-tête, un discours qui est très difficile parce que les personnes ont l'impression que, en fait, on leur demande de moins aimer leur animal, de moins lui donner à manger. Et pour nous, c'est une étape fondamentale de la santé de l'animal. Et donc, c'est vraiment un discours à adapter. N'oublions pas non plus que souvent, par exemple, un animal en anxiété permanente, même si le vétérinaire lui prescrit un bon régime, ne va pas maigrir parce que son état d'anxiété va l'empêcher de maigrir. Le C de comportement, vous imaginez à quel point il me tient à cœur, mais je crois que tout vétérinaire et ASV, nous devons nous positionner comme des spécialistes du comportement normal. Vos clients ont envie d'entendre les jolies histoires naturelles de ce que fait normalement un chat, de ce qu'est sa nature profonde, cette fameuse relation, enfin cette fameuse double appartenance au monde des proies et des prédateurs, le fait de se développer dans l'attachement, ce que l'on a dit au départ, ça ce sont des points qui sont réellement primordiaux. Et sans jugement, mais avec des faits. Sans jugement, je pense notamment au fait de pouvoir sortir ou ne pas sortir. Il y a eu des études qui ont été faites maintenant qui ont montré qu'en fait, il n'est pas du tout dit qu'un chat doive absolument sortir.
Ce qui est grave pour un chat, c'est d'avoir eu beaucoup de liberté à un moment, de se retrouver contraint à l'intérieur. Mais un chat qui a toujours été développé à l'intérieur peut vivre tout à fait harmonieusement dans un appartement. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça permet d'envoyer un message sympathique au propriétaire, d'accompagnement, où on sait qu'il fait tout ce qu'il peut pour le bien-être de son animal, et on va pouvoir l'aider. Par exemple, un chat, c'est une proie, mais c'est un prédateur, c'est un chasseur. Alors il faut le faire chasser, y compris dans un appartement. Mais on peut le faire avec des boulettes d'aluminium, on peut le faire avec des peluches, on peut le faire avec des jeux électroniques, on peut le faire de tas de façons pour augmenter le bien-être de l'animal. Les relations, on l'a dit, l'espèce n'est pas sociale, mais elle est capable de relations, elle est souvent friande de relations, et n'oublions pas aussi que l'attachement qui lie le chat et son maître est un lien indispensable aux soins. S'il n'y avait pas d'attachement, nous n'aurions pas de clients, que ce soit avec les chats ou avec les chiens. C'est parce que ces animaux acquièrent une valeur tout à fait inestimable qu'ils sont soignés et qui nous sont présentés. Et donc c'est un point important, il faut arriver à mesurer, à vérifier la qualité de l'attachement et sa quantité, parce que c'est quelque chose qui peut mettre en danger la capacité pour le propriétaire de vouloir soigner son animal. Enfin, l'environnement, on l'a dit, le chat est adaptable à des environnements très divers. C'est sans doute le mieux préparé de nos animaux aux grands changements qui s'annoncent, aux changements climatiques par exemple. Et je vous le disais, il faut défendre aussi sa capacité à vivre à l'intérieur sans jugement de notre part. Je vais vous donner quelques exemples de l'utilisation de cette échelle visuelle. Il y a souvent quelque chose qui nous est demandé à nous vétérinaires et qui n'est pas facile à répondre, qui est par exemple une aide à la décision d'euthanasie. Eh bien, si vous faites une échelle visuelle analogique sacre, par exemple, vous allez pouvoir montrer à votre propriétaire que le comportement est très dégradé, que les relations sont très dégradées, que la santé de l'animal est très dégradée, que par exemple, souvent, il ne s'alimente plus ou quasiment plus, alors qu'il est dans un environnement tout à fait potable. Et donc, on a une surface dessinée par les différents points très importante. Ça veut dire que là, on dépasse sans doute largement les 60% de mal-être, et donc on peut aider le propriétaire à prendre une décision qui devient tout à fait objective à ce moment-là, dans des moments qui sont très difficiles et qui sont souvent aussi compliqués pour le vétérinaire à expliquer. Une autre façon, par exemple, dans les nouvelles affections, on parle de biotopathie, c'est-à-dire de troubles liés à un environnement qui ne convient pas au chat. Et si on fait à ce moment-là une échelle de bien-être, on va voir que bien, pour le chat, tout va à peu près bien, sauf effectivement son environnement là, qui est désorganisé, et donc pouvoir expliquer que on n'a pas beaucoup de choses à changer, mais on doit changer des choses sur ce point-là, sur cet axe-là, sur l'axe de l'environnement. Voilà. En conclusion, le siècle qui vient, c'est le siècle du chat. Il sera vraisemblablement, il est déjà chez nous le grand vainqueur, mais même des choses aussi étonnantes que les changements climatiques vont favoriser le chat. On sait que c'est un animal d'origine désertique qui va bien mieux s'habituer que d'autres animaux à l'élévation de la température. Il est donc notre avenir, il faut donc que nous apprenions encore mieux l'accueillir, le soigner et à préserver son bien-être. Nous savons déjà beaucoup, il faut juste souvent organiser les connaissances. Je vous renvoie une fois de plus à ce livre qui vous permet de le faire pour le chat. Et puis, il nous faut développer des moyens, comme cette fameuse échelle visuelle analogique sacre, pour se positionner comme des interlocuteurs incontournables du bien-être félin. Je vous remercie pour votre attention.